Bonjour tout le monde. Bonjour. On va commencer la conférence. Nous nous présentons. Nous sommes l'association de permaculture estudiantine lausannoise, donc l'APEL. Puis nous avons ici cette conférence sur la fertilité des sols, dans le cadre des conférences qu'on donne chaque année. Donc, on accueille aujourd'hui Stéphanie Doran de l'Institut de dynamique de la science terrestre, ici à l'Université de Lausanne. Et puis à la fin, il y a une soupe et puis de discussion. N'hésitez pas à rester pour discuter. Et puis je vais laisser la parole à... Merci. Déjà pour commencer, je tiens à remercier l'APEL pour l'invitation pour donner cette conférence, particulièrement Vanda qui n'est pas là aujourd'hui avec nous mais qui m'avait démarché l'année dernière et puis Damien qui a repris l'organisation cette année. Donc, je suis vraiment très heureuse de faire cette conférence dans le cadre de cette association. C'est le genre d'association qui me plaît énormément, bien sûr. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis enseignante à l'IDIS en chimie des sols. Et j'ai essayé pour cette conférence de faire quelque chose qui ne soit pas trop axé sur la partie technique de la chimie des sols. J'ai essayé de prendre une approche un petit peu plus large sur la fertilité des sols. Donc voilà ce que j'ai prévu pour aujourd'hui. Parler de la fertilité des sols, brièvement de la fertilité physique, mais surtout quand même de la fertilité chimique, parce que c'est le domaine que je connais le mieux. Et puis essayer de réfléchir sur des solutions pratiques pour améliorer la fertilité des sols en général, que ce soit en grande culture, que ce soit dans votre jardin, que ce soit vos parcelles à la pelle, le genre de choses qu'on peut mettre en œuvre pour préserver la fertilité des sols. J'ai choisi deux grands axes, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Vous savez que la fertilité des sols, c'est un sujet qui est complexe. J'ai choisi la prévention de l'érosion. Et puis j'ai choisi la gestion des matières organiques, les matières organiques sur lesquelles je travaille pour ma recherche. C'est un thème qui me tient particulièrement à cœur. Donc pour commencer, la fertilité des sols, si vous cherchez sur le web la définition de la fertilité des sols, vous allez trouver des choses très compliquées. J'ai pas envie qu'on rentre dans des débats sémantiques. Pour moi, quand je vous parle de fertilité des sols aujourd'hui, je vous parle simplement de l'aptitude du sol à encourager la production, la croissance végétale, donc à soutenir les écosystèmes terrestres dans leur ensemble, y compris nous, en tant que partie prenante dans les écosystèmes terrestres. Deux grandes composantes de la fertilité des sols, la fertilité physique, dont on ne va pas beaucoup parler, mais c'est important. Ça a surtout à voir avec la porosité des sols. Est-ce que cette porosité est compatible avec la pénétration des racines, avec l'infiltration des eaux, avec la rétention des eaux aussi en période de sécheresse, avec l'aération, l'arrivée d'oxygène dans la zone de prolifération des racines, dans la rhizosphère. Très intéressant tout ça, on va pas en parler, on n'a pas le temps. On va parler un peu plus de la fertilité chimique. Donc, la fertilité chimique, je définis comme ça, d'une part l'absence d'éléments toxiques sous forme biodisponible, et puis d'autre part la présence de nutriments essentiels, particulièrement en période de croissance des plantes. Parmi ces nutriments, deux nutriments sont particulièrement importants à mon avis, l'azote et le phosphore. C'est les deux nutriments qui sont dits limitants dans la plupart des écosystèmes terrestres, c'est-à-dire que c'est vraiment le facteur qui limite la croissance des plantes dans vos sols. Dans les écosystèmes tempérés, l'azote est souvent limitant, alors que dans les écosystèmes tropicaux, comme en Ouganda où j'ai travaillé l'été dernier, c'est souvent le phosphore. Mais deux éléments qui sont requis en grande quantité par les plantes et qui ont tendance à faire défaut dans pas mal de sols. Qu'est-ce qui arrive quand ces nutriments font défaut? Voilà un exemple de carence en azote dans un sol. L'azote est requis en grande quantité pour la molécule de la chlorophylle. La chlorophylle, vous pouvez vous imaginer que c'est important pour une plante quand même. On va pas faire de la biochimie. Mais voilà des symptômes typiques de chlorose. Dans ce cas, c'est des chloroses liées à des défauts d'absorption d'azote. Donc vous voyez qu'à gauche, là, à gauche, c'est une feuille qui est extrêmement déficiente, carencée en azote, jusqu'à une feuille normale. Et puis là, on a un plant de maïs qui
suite à une mutation génétique, en fait, il est complètement incapable d'absorber l'azote. Et voilà ce qui lui arrive, le pauvre, il ne va pas faire le feu. La carence en phosphate peut être tout aussi dramatique. C'est une photo, ça, qui date de... Je n'ai pas écrit l'année, je crois que c'est une photo qui a été prise dans les années 40. C'était les premiers essais, les premiers tests de fertilité des sols à l'échelle de la parcelle. Ça a été fait en Amérique, et là vous voyez que le sol est en état de famine, parce qu'il n'a pas suffisamment de nutriments, et que là le sol a été nourri avec du phosphate et puis aussi de la chaux, et ça se passe vraiment mieux. Donc tout ça pour vous dire que la réserve de nutriments dans votre sol, elle est vraiment essentielle à la croissance et à la bonne santé de vos plantes. On peut réfléchir à cette réserve de nutriments en termes de bilan de nutriments, et c'est une bonne chose à faire, je vous y encourage. Donc comment est vu le bilan de nutriments dans les pratiques, on peut dire, purement conventionnelles? C'est un peu un drôle de mot, mais enfin, ça s'appelle comme ça. Donc on a la réserve de nutriments dans nos sols, on a des pertes. Forcément, on a des pertes dans des sols cultivés puisqu'on récolte des choses et qu'on les exporte hors site. Donc ça, c'est une perte de nutriments, un export de nutriments qui est absolument impossible à éviter. Et donc, il faut corriger cette perte si on ne veut pas petit à petit perdre cette réserve de nutriments avec des intrants. Et ces intrants, ça va être typiquement une fertilisation minérale. Voilà l'approche, si vous voulez, conventionnelle de la chose. Alors la fertilisation minérale, on peut l'appeler chimique. J'aime pas bien le mot chimique. Chimique, ça veut pas dire grand-chose. On est tous faits d'éléments chimiques. Donc on va dire que c'est des apports minéraux. Ça peut être à toutes les échelles. Ça peut être à l'échelle de la grande culture, et puis ça peut être simplement à l'échelle de la jardinière, où votre grand-mère a ses géraniums et qu'elle rajoute des petites cuillères d'engrais tous les mois pour nourrir son sol. Alors, c'est pas forcément, on va parler pas mal des problèmes de cette approche. En soi, elle n'est pas forcément... J'aurais commencé par dire que c'est une pratique qui n'est pas forcément mauvaise, surtout quand elle est bien gérée. Maintenant, on a des technologies extraordinaires. Il y a des GPS sur les tracteurs. Il y a des tests de fertilité du sol qui sont extrêmement précis. On peut avoir des cartes géolocalisées, des endroits dans un champ qui sont carencés en nutriments, et ce tracteur-là est capable d'aller déposer une petite dose d'engrais minéral seulement à l'endroit où le sol est carencé pour corriger les carences ponctuelles. Ça, c'est des approches qui sont assez intéressantes, surtout pour corriger des carences un petit peu sévères sur le court terme. Seulement, ça pose le problème de la durabilité. On ne va pas forcément pouvoir continuer à faire ça indéfiniment. L'origine des engrais azotés, si on réfléchit, comment sont faits les engrais azotés? Les engrais azotés, je pense que la plupart d'entre vous en sont conscients, c'est une fixation de l'azote atmosphérique industrielle qui marche très bien. C'est un procédé qui s'appelle Haber-Bosch, mais ça a un coût énergétique extrêmement important. Donc, vu l'époque dans laquelle on vit, où on essaye de réduire notre empreinte carbone, c'est quelque chose qui est problématique. Surtout que ça a une ampleur absolument énorme. On estime que 5% de la production de gaz naturel dans le monde est consommée simplement pour faire des engrais azotés. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. C'est assez énorme en termes d'empreinte biogéochimique sur l'azote lui-même, puisque ça a été démontré avec des analyses isotopiques, mais au jour d'aujourd'hui, la moitié des atomes d'azote qui sont dans votre corps sont issus, non pas du cycle de l'azote naturel, mais du procédé Haber-Bosch. La moitié des atomes d'azote dans votre corps sont passés à travers le procédé Haber-Bosch. Les engrais phosphatés, vous allez me dire, c'est mieux. Les engrais phosphatés, c'est simplement de la phosphorite, un type d'apatite qu'on extrait de dépôts détritiques. On a des mines de phosphate, donc il n'y a pas de coût énergétique faramineux comme les engrais azotés. Alors, ça c'est vrai, il y a encore des coûts environnementaux comme toute activité minière, mais c'est vrai que le coût énergétique
par kilo de phosphate est certainement moins important que par kilo de nitrate. Le problème, c'est que comme toute ressource minière, elle est finie et qu'à un moment donné, il n'y en aura plus. Donc vous avez tous entendu parler, je pense, de peak oil. On en a fait grand bruit. On n'est pas loin aussi du peak phosphate, c'est-à-dire qu'on estime que d'ici 2030, 2070, au plus tard, on commencera à vraiment manquer de sources de phosphate pour les engrais. Et c'est aussi le moment où la population mondiale risque d'être à plus de 10 milliards. Ça pose question pour la durabilité. Ce qui nous conduit à revisiter notre petit bilan des nutriments, au lieu de simplement réfléchir à un export qui est la récolte à corriger par une fertilisation minérale, on peut faire un bilan plus intégratif. C'est-à-dire que l'export, finalement, oui, c'est un problème, mais il y a d'autres façons par lesquelles les sols perdent des nutriments, notamment par l'érosion et le lessivage. On en parlera dans un deuxième temps. Et puis dans un troisième temps, on parlera des alternatives à la fertilisation minérale. Alors pas une alternative l'un ou l'autre, ça peut être en conjonction, mais disons que quand on veut corriger des carences en nutriments d'un sol, quand on veut soutenir la fertilité à long terme d'un sol, l'ajout d'engrais minéraux n'est pas forcément la seule alternative. On peut réfléchir à l'ajout de produits organiques. On peut aussi réfléchir à améliorer la capacité inhérente du sol à produire des nutriments, parce qu'elle existe. Ça, on n'aura pas le temps d'en parler aujourd'hui. J'avais mis dans mon plan de départ et puis je me suis rendu compte que c'était beaucoup trop ambitieux. Ça sera pour la prochaine fois. Mais il y a des mécanismes par lesquels les sols sont naturellement aptes à régénérer leur stock de nutriments à des vitesses raisonnables. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça produise des tonnes et des tonnes par hectare, mais l'altération continue des minéraux régénère le stock de nutriments du sol en continu, pour les éléments comme par exemple le calcium, le phosphate, et puis pour les éléments comme l'azote et aussi, dans une moindre mesure, le phosphate, il y a des mécanismes biologiques d'enrichissement en nutriments. La première photo, là, je vous ai mis une petite racine qui sert d'interface entre une plante et une mycorhize, c'est-à-dire que c'est le point d'attachement entre un champignon et une plante, et ce champignon va aider la plante pour sa nutrition en phosphate. Donc favoriser les mycorhizes peut être un moyen de corriger une carence en phosphate chez les plantes. La deuxième photo que je vous ai mise ici, c'est un petit aulne. Les aulnes, je ne sais pas si vous le savez, certains d'entre vous le savent, c'est sûr, puisqu'ils ont été en pédo avec moi la semaine dernière. Les petits aulnes forment une relation symbiotique avec des bactéries qui s'appellent Frankia, qui ont la capacité de fixer l'azote atmosphérique en suivant un processus qui n'est pas si différent que le processus Haber-Bosch, mais avec un coût énergétique beaucoup moindre. Ça se fait naturellement, ça ne consomme pas de gaz naturel. Et là, on voit que dès que le petit aulne a germiné, en fait, il commence déjà à former ses relations symbiotiques avec la bactérie. Même quand il en est à un stage là où il a 8 feuilles, il a déjà fait ses petits nodules qui sont pleins de bactéries pour l'aider à subvenir à ses besoins en azote. Donc, tout ça, c'est très intéressant. On va pas en parler aujourd'hui. Ce dont on va parler aujourd'hui, les façons de limiter les pertes érosives dans vos sols. Ça, c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé. Mais l'érosion des sols, c'est la cause majeure, numéro 1, de la dégradation des sols, de la perte de fertilité à l'échelle globale. Donc on va parler des grands agents d'érosion des sols, qui sont le vent et l'eau, et puis ensuite on va s'attacher à des pratiques qui sont plus ou moins aptes à prévenir cette érosion accélérée créée par l'utilisation intensive des sols agricoles. Alors, je voudrais commencer par vous dire que l'érosion des sols, c'est un mécanisme naturel. L'érosion fait partie du processus de pédogénèse par lequel un profil de sol est formé. C'est-à-dire que dans la formation des sols, vous avez un matériel parental qui est altéré à une vitesse donnée. Donc le profil de sol, si vous voulez,
d'érosion, c'est normal, donc vous perdez un petit peu par le haut, vous gagnez un petit peu par le bas, et vous arrivez à une sorte d'équilibre dynamique qui fait que votre manteau de sol est à peu près stable. Dans nos régions, les profils de sol font en général entre 1 et 3 mètres. On peut arriver à des profils de sol de quelques dizaines de mètres, mais c'est bon, c'est à peu près tout. Et c'est grâce à cet équilibre dynamique entre la vitesse d'altération et la vitesse d'érosion. Donc l'érosion en elle-même n'est pas un problème, c'est l'érosion accélérée due à l'utilisation intensive des sols qui est plus problématique. Je me base sur un article qui a été publié en 2007 dans une revue scientifique renommée. C'est un géomorphologue qui travaille aux États-Unis qui a réussi à mesurer ça. La vitesse de production de sol, la vitesse d'altération si vous voulez, c'est les ordres de grandeur, est de l'ordre de à peu près 0,1 mm par an. Donc, voilà. La vitesse d'érosion naturelle sur bouclier continental, c'est-à-dire en région peu accidentée, c'est à peu près 0,01 mm par an, aucun problème, on ne perd pas de sol. Si vous arrivez en milieu alpin, avec des pentes extrêmement fortes, un terrain extrêmement accidenté, là vous allez perdre beaucoup de sol par an, c'est normal, hein. Il y a énormément de force érosive. Ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous avez des sols agricoles sous utilisation intensive en terrain à peu près plat, vous arrivez à les éroder aussi vite que si vous étiez sur une pente alpine comme ça. L'utilisation intensive d'un sol l'érode à une vitesse qui est comparable à un environnement de haute altitude. C'est quand même assez extraordinaire. Ce qui a été résumé de manière assez intéressante par cet article publié dans une revue de sciences du sol américaine. Je peux envoyer la copie à ceux que ça intéresse. Ceux qui étaient en géologie de la surface avec moi l'ont déjà vu. C'est un article de vulgarisation scientifique qui est très intéressant à mon avis. Les deux co-auteurs sont David Montgomery, donc la personne qui a mesuré ces vitesses d'érosion du sol, et puis Jared Diamond, qui a écrit Collapse. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ces bouquins. Enfin, bon, qui ont des gens qui s'intéressent au lien entre durabilité des sols et longévité des civilisations, en fait. Et ils avancent des thèses assez intéressantes, comme quoi le déclin de plusieurs civilisations serait lié à une utilisation non durable des sols. Effectivement, si vous continuez sur un long terme, alors vous pourrez faire le calcul chez vous, hein, si vous perdez 1 mm de sol par an et que vous n'en formez que 0,1 mm, si vous commencez avec 1 mètre de sol, je vous laisserai faire le calcul chez vous, calculez combien de temps il va vous falloir pour qu'il vous reste plus que ça, c'est-à-dire rien du tout, sur la roche-mère. Et ça, je peux vous assurer que ce n'est pas extrêmement productif ou fertile comme système. Deuxième problème avec l'érosion accélérée due à l'utilisation intensive des sols, c'est que les nutriments qui sont dans le sol, qui sont perdus des parcelles, ils ne s'évaporent pas dans l'espace, ils se retrouvent en général dans nos milieux aquatiques. Nos milieux aquatiques subissent une eutrophication accélérée, c'est-à-dire un enrichissement de nutriments beaucoup plus rapide que ce qui se passerait en conditions naturelles, et ça conduit à des proliférations d'algues qui sont absolument néfastes pour nous, si on veut s'en servir comme eau potable, si on veut aller à la plage, et puis pour tous les organismes marins qui font partie de cet écosystème aquatique. Ça, c'est une photo de la NASA d'une prolifération d'algues dans le lac Erie en 2014, particulièrement spectaculaire parce qu'elle était vert fluo. Ok, donc l'érosion, c'est un problème. Comment ça se passe l'érosion exactement? Deux grands mécanismes d'érosion. On ne parle pas des régions polaires ou glaciaires, mais dans nos régions, deux grands mécanismes, l'eau et le vent. Donc le vent, pour commencer, c'est une érosion qui est souvent sous-estimée, c'est-à-dire qu'on n'y pense pas vraiment, on pense que c'est pas important. Quand on voit un champ comme ça, avec un petit peu de poussière, on se dit oui, bon, c'est un petit peu de poussière, ça ne porte pas à conséquence. Il se trouve que quand il y a suffisamment de poussière en suspension pour que ça devienne visible, comme dans cette image, on est en train de perdre en moyenne 11 tonnes de sol par hectare chaque année. C'est pas du tout négligeable, c'est pas juste un tout petit peu de poussière qui va se redéposer.
l'effet peut être vraiment spectaculaire à certains endroits. Là, vous voyez que les taches blanches, c'est des taches où l'horizon A, l'horizon de surface du sol qui est riche en matière organique et qui est donc sombre, a été complètement décapé par l'érosion éolienne. C'est-à-dire que le sol, normalement, il est de cette couleur. Et là, on a perdu 10-20 cm et on est sur le sol minéral qui est beaucoup moins fertile. Les conséquences peuvent être vraiment dramatiques, non seulement à l'échelle de la parcelle, mais même à l'échelle d'un pays. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler du Dust Bowl en Amérique, qui s'est produit dans les années 30. Ces photos qui ont été prises en 1936. Là, vous voyez les nuées de poussière qui s'avancent sur un village. Et là, vous voyez un fermier qui est en train d'essayer de se mettre à l'abri, mais sa maison va bientôt être recouverte par les dépôts éoliens. Il faut savoir que le Dust Bowl aux US, ça n'a pas été la cause de la Grande Dépression qui a commencé en 1929, mais ça a été un facteur aggravant et qui a prolongé la Grande Dépression. C'est-à-dire que cette Grande Dépression, sans le Dust Bowl, ça aurait peut-être été une petite dépression. Ça a poussé les US à investir massivement dans des mesures de conservation du sol, de prévention de l'érosion. Ils ont créé le National Resource Conservation Service après cet épisode de Dust Bowl. Et ça, c'est un service qui est dédié à la protection des sols américains. Ils ont des agents, des techniciens, des fonctionnaires sur le terrain dont le travail est d'aller visiter les parcelles, travailler avec les agriculteurs, déceler l'érosion et essayer de la prévenir. C'est quelque chose qui marche très bien. Jusqu'à présent, l'érosion dans le Midwest aux États-Unis, qui est la région qui est sensible à ce genre de choses, a diminué de manière spectaculaire. Et puis, avec le temps, le financement pour ce service est en train de diminuer. Les mesures sont en train d'être abandonnées et on commence à revoir, alors pas à cette échelle, mais on commence à revoir des nuages d'érosion éolienne qui commencent à se propager à nouveau dans l'Ouest américain. Comme quoi, c'est jamais gagné. Deuxième agent d'érosion, l'érosion par l'eau. Donc, vous avez tous vu des images un peu spectaculaires après une grande pluie d'érosion, de boulottes comme ça dans les champs. Il faut savoir que ces phénomènes-là, c'est très spectaculaire, mais finalement, en termes de mouvement de sol, c'est assez mineur. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le ruissellement qui, au lieu d'être concentré, est diffus, c'est-à-dire une érosion diffuse de l'eau sur toute la surface d'une parcelle. Et c'est là qu'on va perdre des quantités de sol absolument extraordinaires. Donc des choses à éviter aussi. Je n'ai pas de chiffres précis, ça dépend beaucoup du climat. Mais vous pouvez voir que simplement à vue de nez, sur ce genre de photo, vous avez perdu quand même beaucoup de sol. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Protéger vos sols. Think before you kill. Une des mesures un peu phares de la prévention de l'érosion, c'est d'essayer de réduire, voire d'éliminer le labour. Le labour, effectivement, c'est un facteur aggravant de l'érosion qui est très connu. Pourquoi? D'une part, parce que ça met le sol à nu. Quand on laboure le sol, on enfouit les résidus végétaux qui ne fonctionnent donc plus comme paillage et le sol est exposé aux éléments. Et puis, ça détruit les agrégats du sol, ce qui fait que les particules élémentaires séparées du sol sont beaucoup plus sensibles, beaucoup plus vulnérables à l'érosion, soit éolienne, soit par l'eau. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas faire une agriculture sans labour? Ça marche pas mal. Où les plantes sont semées en semi-direct directement dans les résidus de l'année précédente. Donc là, c'est démontré pour des grandes cultures, mais enfin, ça pourrait être aussi fait à plus petite échelle, à l'échelle du jardin. Alors, c'est une bonne idée pour protéger le sol de l'érosion. Il y a un petit corollaire, c'est qu'une des fonctions principales du labour, c'est d'éliminer les mauvaises herbes. Ça a plusieurs fonctions, le labour. Enfin, une de ses grandes utilités, c'est d'éliminer les mauvaises herbes. Là, vous voyez dans ce genre de champ que c'est curieux, parce que ça n'a pas été labouré, on a planté directement dans les résidus de l'année dernière, et il n'y a pas une mauvaise herbe. Vous pouvez chercher, il n'y en a pas. Pourquoi?
parce que c'est tous des OGM qui ont été plantés sur des terrains qui sont saturés en Roundup. Donc je vous encourage à vous méfier. Alors je ne dis pas que l'agriculture sans labour est forcément mauvaise, absolument pas. Je dis que il faut se méfier des gens qui vous proposent une pratique de gestion comme la solution à tous les problèmes qu'il faut absolument adapter partout, tout le temps, sans discrimination. Ça pose toujours question. Sans labour, ça peut marcher avec des pratiques bien pensées. Il faut essayer d'alterner les couvertures pour empêcher les adventices de vraiment s'installer. Enfin, peut-être que de temps en temps, il faut mettre un coup de labour quand même parce que vous ne vous en sortez plus au niveau de vos adventices. Alors, c'est pas que ça ne veut pas marcher, mais c'est qu'il faut se méfier des personnes qui prétendent que le non-labour, c'est la panacée. Monsanto gagne tout un tas de prix pour son travail de promotion du non-labour, et oui, dans les parcelles qui sont cultivées sans labour, on a calculé des taux de Roundup qui sont jusqu'à 3 fois supérieurs que dans les parcelles conventionnelles d'à côté. Donc évidemment, Monsanto est content. Je ne vais pas faire de l'anti-Monsanto primaire, mais bon, voilà. Ça questionne quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors, ce que j'aimerais vous faire passer aujourd'hui, c'est que souvent, les meilleures solutions, c'est pas du tout rien. C'est pas de toujours labourer tout partout à la herse très fine, ou alors c'est pas de jamais rien labourer nulle part, quitte à saturer le sol en Roundup. C'est-à-dire qu'il faut adapter, les sols sont divers, les exigences placées sur les sols sont diverses, il faut adapter les pratiques au contexte. Donc il y a plusieurs solutions, simplement de garder à peu près 30% de surface du champ non labouré. Ça permet déjà d'éviter, j'avais écrit une chiffre, je ne vois plus parce que les notes sont masquées, mais je crois que ça permet de limiter presque 80% de l'érosion. Donc simplement, si vous gardez des pentes dans votre champ qui ne sont pas labourées, déjà, c'est un grand progrès. Vous pouvez limiter la profondeur du labour, vous n'êtes pas forcément obligé de descendre à 50 cm avec je ne sais pas comment ça s'appelle, le gros truc là, chaque année. Vous n'êtes peut-être pas obligé de réduire votre sol en poussière avec la herse la plus fine chaque année. Et ça vaut quand vous bêchez à la main aussi. Hein. On parle des grandes cultures ici, mais quand vous bêchez à la main, c'est pareil. Vous n'êtes pas obligé forcément de réduire votre sol au grumeau le plus fin. Vous pouvez essayer de limiter la fréquence du labour. Vous n'avez peut-être pas besoin de labourer ou de bêcher autant que ce que vous pensez. Et puis surtout, au niveau de l'érosion des sols, ce qui compte, ce n'est pas tellement le labour lui-même, c'est le problème de laisser le sol à nu. C'est-à-dire que même si vous labourez, mais que vous favorisez le rétablissement d'une couverture végétale immédiatement derrière, soit c'est le moment de planter votre récolte de la saison suivante, soit vous mettez une couverture en attendant que ce soit le moment, vous éliminez déjà une grosse partie du problème. Donc il y a des solutions au problème du labour, ce n'est pas forcément le Roundup, ce que je voulais vous faire passer. Alors, autre piste pour éviter l'érosion, surtout éolienne. Simplement d'avoir des brise-vents dans le paysage. C'est quelque chose qui était traditionnellement très, très répandu, hein, les haies entre les parcelles. Alors, je ne pense pas que ça avait été conçu à l'époque contre l'érosion éolienne. C'est des choses on a des traces de haies qui ont jusqu'à, alors c'est pas les mêmes haies bien sûr, mais enfin on arrive à retracer des limites de haies qui ont jusqu'à 5 ou 6 000 ans d'âge. C'est des pratiques d'avoir des haies autour des parcelles, quelque chose de très ancien. Mais c'est extrêmement efficace pour limiter l'érosion éolienne. Dans les paysages agricoles modernes, on en replante des un peu plus carrés entre les champs, ça marche également très très bien. Si vous travaillez à plus petite échelle, vous allez me dire, mais je ne vais pas planter une haie de peuplier au milieu de mon jardin, ça ressemble à rien, puis il n'y a plus de jardin. Vous avez des alternatives, c'est-à-dire que simplement avoir des petites rangées herbeuses à intervalles réguliers permet déjà de diminuer significativement la vitesse du vent juste à la surface du sol, et c'est là où c'est important. Donc vous pouvez simplement limiter l'érosion éolienne en ayant des bandes d'herbe entre vos rangs de carottes. Si c'est possible. Alors, on
on passe à l'érosion par ruissellement. Donc l'objectif, c'est de... l'objectif, c'est de limiter, quand on s'attache à la protection du sol contre le ruissellement, l'objectif, c'est de limiter la vitesse du ruissellement, parce que plus l'eau prend de la vitesse, plus elle va avoir une puissance érosive importante, plus elle va être capable d'emporter des particules, des agrégats de sol importants. Et puis, il faut favoriser son infiltration. Il faut qu'elle s'infiltre dans le sol, qu'elle contribue à la réserve utile du sol, que les plantes vont pouvoir aller chercher au cours des jours suivants. Donc, plusieurs stratégies. Vous pouvez terrasser le sol. Si ce n'est pas faisable, vous pouvez essayer de cultiver le plus possible selon les courbes de niveau. On verra des exemples. Et puis, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle des voies d'eau gazonnées. C'est intéressant aussi. C'est difficile à établir, mais une fois que c'est fait, c'est pas extrêmement difficile à maintenir. Ça peut être une solution intéressante. Alors, des exemples de terrasses. On a tous en tête les terrasses asiatiques pour la culture du riz. C'est ça que ça marche très bien, c'est super. Si vous n'avez pas cette ambition-là et que vous êtes dans un système un peu moins pentu avec des grandes cultures, ça peut être des terrasses qui sont plus espacées. Hein, ça marche très bien aussi. À l'échelle de votre jardin, si vous avez un jardin légèrement en pente, ça peut être 2 terrasses, un niveau supérieur, un niveau inférieur. Vous faites une barrière au ruissellement au milieu de votre jardin. La terrasse va se faire plus ou moins toute seule, puisque le ruissellement va petit à petit niveler le haut et l'amener vers contre votre barrière, et puis vous allez avoir un jardin à 2 étages. Alors c'est une bonne idée, les terrasses. Encore une fois, je voulais juste vous dire qu'il faut se méfier des solutions toutes faites. Il faut vraiment réfléchir à votre situation dans votre cas. J'ai l'exemple d'un ami pédologue qui m'avait raconté, c'est quelqu'un qui est à la retraite maintenant, mais qui m'avait raconté qu'il avait travaillé en Afrique et il voyait des gens cultiver des champs sur des pentes comme ça, des champs qui étaient en pente comme ça. Mais c'est pas possible, votre sol va tout s'éroder, il faut faire des terrasses, il faut nous ranger ça. Et donc, il s'était mis, les fermiers avaient fait des terrasses, un coup de pelle et de pioche, ils avaient bien tout terrassé, c'était impeccable. Prochaine saison des pluies arrive et il y a tout le pan de montagne qui fiche le camp. Alors qu'avant le terrassement, ça se passait tout à fait bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas adapté la solution. C'est une bonne solution, la terrasse, ça ne marche pas forcément dans tous les cas. Il n'avait pas adapté la solution au cas particulier, c'est-à-dire qu'il y avait une saison des pluies extrêmement violente, de type mousson, qu'on n'avait pas du tout chez nous. Et donc, pendant ces épisodes pluvieux extrêmement violents, même une terrasse n'a pas la capacité d'infiltrer l'eau. L'eau, avant le terrassement, s'évacuait par du ruissellement concentré, c'est-à-dire qu'il y avait des champs en pente, et entre les champs en pente, il y avait des goulottes. Des goulottes qui permettaient l'évacuation de ces eaux absolument torrentielles. Donc l'érosion se passait dans la goulotte, finalement, et puis les champs, eux, étaient plus ou moins protégés, ils étaient en pente, l'eau ruisselait un petit peu, puis tout de suite tombait dans la goulotte, et ça se passait à peu près bien. Quand ils ont terrassé, ils sont passés à travers les goulottes, l'eau, le sol a été saturé, c'est devenu une boue complètement... sans aucune stabilité structurale, il y a eu un grand glissement de terrain, et il y a tout le pan de montagne qui est parti. Donc à nouveau, pour vous dire, il y a des bonnes solutions, elles ne marchent pas forcément partout. Autre alternative, la culture selon les lignes de contour. Donc ça, c'est simplement d'adapter vos pratiques culturales au terrain. C'est-à-dire que chaque fois que vous faites quelque chose perpendiculaire à la ligne de plus grande pente, ça va freiner le ruissellement, par rapport à l'alternative qui serait de faire des choses parallèles à la ligne de plus grande pente. Vous pouvez le faire simplement en plantant des rangées perpendiculaires à la ligne de plus grande pente, comme ça. Encore mieux, vous pouvez alterner les cultures, c'est-à-dire que vous faites des bandes perpendiculaires à la ligne de plus grande pente en alternant les espèces végétales, donc vous passez à un système de polyculture. Ici, je crois que ça c'est de l'orge, et puis ça c'est une légumineuse, c'est de la luzerne, je crois, qui en plus a l'avantage de fixer l'azote et donc d'enrichir le sol en azote. Ça c'est des choses qui marchent bien, en plus c'est joli.
Je ne sais pas si vous connaissez le National Geographic, mais ils sont connus pour la qualité de leurs illustrations. Et ils ont choisi des bandes de culture selon les courbes de niveau pour illustrer leurs articles qui étaient même plus si récents que ça, maintenant 2006. Ben voilà, des pistes intéressantes. Autre piste, les voies d'eau gazonnées. Simplement, c'est de regarder où l'eau, où le ruissellement a l'air de se concentrer et de faire en sorte que ces chemins de ruissellement soient végétalisés. Le fait que ces voies soient végétalisées à tout moment de l'année permet de freiner le ruissellement et donc de diminuer la capacité érosive des sols. En fait, finalement, c'est de reprendre une ancienne idée, qui est l'idée des fossés, et de l'adapter un petit peu au terrain. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un fossé avec des bords très pentus, dont le but est d'évacuer l'eau le plus vite possible en dehors de votre exploitation ou de votre région, c'est de faire un fossé qui est un peu plus plat, d'encourager l'enherbement et de favoriser, au lieu de favoriser l'évacuation de l'eau, là vous favorisez l'infiltration de l'eau sur site. Une piste intéressante, pareil, c'est joli. Et puis toujours, s'il y a peut-être une grande vérité que je ne vais pas remettre en question aujourd'hui, c'est qu'un sol nu est un sol à risque. C'est-à-dire que tous ces problèmes d'érosion peuvent être vraiment diminués si vous ne laissez pas vos sols à nu, particulièrement en période vulnérable, comme en période de sécheresse l'été, où ils vont être vulnérables à l'érosion éolienne, et en période de grande pluie l'hiver, où ils vont être vulnérables à l'altération par ruissellement. Donc c'est des choses qui peuvent se faire de plusieurs manières différentes. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le système des paillages, ça marche bien, c'est une bonne idée. Vous pouvez planter des cultures de couverture qui ont simplement pour but de couvrir vos sols pendant la morte saison. Si vous plantez quelque chose comme une légumineuse, ça va avoir le double avantage d'améliorer la teneur en azote de votre sol, puisque les légumineuses ont la capacité de fixer l'azote en symbiose avec des bactéries qui fixent l'azote. Et ça, c'est des choses qu'on commence à voir de plus en plus, qui sont vraiment une bonne évolution de la chose. On voit de plus en plus d'enherbement entre les rangs de lignes, par ici, par chez nous, et ça, c'est vraiment pour moi une bonne chose pour la qualité des sols. Alors, je ne voulais pas finir sans vous parler de la matière organique assez rapidement, parce que je ne vais pas vous garder jusqu'à point d'heure. Mais je pense qu'en tant qu'association de permaculture, vous êtes assez sensible au problème de gestion de la matière organique, c'est très bien. Je vous encourage à continuer sur cette voie. Et puis je voulais vous montrer deux, trois choses un petit peu pédologie fondamentale. Pourquoi cette matière organique? Donc on est tous d'accord que la teneur en matière organique des sols c'est une bonne chose. Pourquoi exactement c'est une bonne chose? Où est-ce qu'elle est cette matière organique dans les sols? Et puis rapidement, parce qu'on n'aura pas énormément de temps, regarder quelques pistes pour améliorer les apports en matière organique et limiter les pertes. Donc pourquoi cette matière organique bénéfique à la fertilité des sols? La matière organique, c'est vraiment quelque chose qui a une action multiple. À la fois, ça agit comme un réservoir de nutriments, comme un engrais finalement. À la fois, ça permet aux nutriments qui sont déjà dans le sol de rester dans le sol sous forme biodisponible. Pareil, mon processus préféré, la capacité d'échange cationique. La matière organique, c'est aussi le garant d'avoir des transformations biologiques actives dans vos sols, donc un recyclage des nutriments efficace. Et puis ça a aussi des fonctions très importantes d'amélioration de la fertilité physique des sols. Donc sans vouloir entrer vraiment trop dans les détails, il faut se rendre compte que la matière organique, c'est un engrais. Si vous apportez des matières organiques sur une parcelle qui viennent d'en dehors de cette parcelle, vous avez vraiment un apport net de nutriments. Pourquoi? Parce que la matière organique, finalement, c'est des plantes, c'est des plantes en cours de décomposition. Donc, elle contient, cette matière organique, tous les nutriments dont les plantes ont besoin. Et en plus, c'est dans des proportions
complètement compatible avec les besoins des plantes. Et oui, c'était une plante avant, donc elle a des nutriments à la proportion qui est requise par les plantes. Donc c'est vraiment un engrais qui a une propriété fabuleuse. La matière organique, comme garant de biodisponibilité, je préfère ce schéma, je le montre à tout le monde. Voilà comment ça se passe. Alors, je vais vous le rejouer parce qu'il faut expliquer un petit peu avec mes talents de dessinatrice. La capacité d'échange cationique. Il faut savoir que la plupart des nutriments dans votre sol, ce sont des cations, c'est-à-dire qu'ils ont une charge positive. Ils ont une capacité à être retenus, ça c'est une particule de matière organique, donc ça vous l'ayez pas reconnu. Ils ont une capacité à être retenus à la surface des particules de matière organique par interaction électrostatique, tout simplement parce que la matière organique elle-même est chargée négativement de par sa nature chimique. Donc la matière organique étant chargée négativement va permettre de retenir ces cations et éviter leur lessivage avec les eaux de pluie. Et par contre, quand une plante en a besoin, donc ça c'est une plante, c'est une racine de plante, quand une plante en a besoin, elle va pouvoir accéder à ces cations qui sont absorbés à la surface de la matière organique en l'échangeant avec un autre cation. Et là, c'est ce qui se passe. Voilà. Il y a un échange entre un ion sodium et un ion potassium. L'ion potassium dont la plante avait besoin, qui est maintenant absorbé par sa racine. Donc ça, c'est la capacité d'échange cationique. Il faut savoir que la capacité d'échange cationique, c'est vraiment... Alors, il y a d'autres particules dans le sol qui ont une charge négative, qui sont capables d'échange cationique, pas du tout à la même échelle que la matière organique. Là, je vous ai mis la capacité d'échange cationique d'autres composantes du sol. Donc là, vous avez un minéral qui est un oxyde de fer, 2 à 5, je ne fais pas trop des unités, mais on va dire que 2 à 5. Là, vous avez une particule qui est un argile, une argile qu'on trouve communément dans les sols. Bon, c'est un petit peu mieux 15. Mais là, vous avez une particule de matière organique et sa capacité d'échange cationique est 10 fois plus élevée. Donc c'est vraiment un facteur important pour la rétention et la biodisponibilité des nutriments dans les sols. Ça, on peut passer un peu rapidement, mais bien sûr, la matière organique, c'est très important pour la qualité biologique du sol, pour la biodiversité. Pourquoi ça nous intéresse d'avoir de la biodiversité dans un sol? C'est pas parce qu'on veut faire de notre parcelle une réserve pro natura, hein. C'est que les organismes des sols, ou les DAFON, c'est quelque chose qui est très important pour la fonction biogéochimique du sol. Les organismes du sol, c'est eux qui vont recycler les nutriments, c'est-à-dire que si vous apportez par exemple, vous ajoutez du compost à votre sol, bon, c'est un engrais organique, c'est très bien. Si vous n'avez pas les organismes du sol qui sont capables de petit à petit minéraliser cette matière organique et donc rejeter les éléments constitutifs dans l'environnement du sol, ce compost il va être complètement inutilisable par vos plantes. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir des organismes qui sont capables de faire tourner les nutriments entre la matière organique et la plante. La matière organique encourage les interactions biologiques. Plus il y a de matière organique, plus il y a de biodiversité, plus il y a d'opportunités pour les organismes symbiotiques de se rencontrer. Par exemple, une légumineuse et une bactérie qui fixe l'azote, ou alors une racine et un champignon mycorhizien dont la plante va bénéficier pour l'acquisition du phosphore. Et puis aussi, plus vous avez de biodiversité dans votre sol, moins vous êtes sensible ou vulnérable aux invasions de pathogènes. Et ça, on s'en rend compte très bien si jamais vous prenez des antibiotiques. Vous prenez des antibiotiques, vous vous débarrassez de toute la biodiversité que vous avez dans votre intestin. Et là, c'est là que vous allez attraper tout un tas de choses extraordinaires. C'est pour ça que c'est très important de manger des yaourts quand vous prenez des antibiotiques, pour vite reconstituer la biodiversité de votre intestin. Le sol, c'est exactement pareil. Plus il a une biodiversité qui est importante, moins il va être sensible à l'invasion pathogénique parce qu'il va y avoir des prédateurs, il va y avoir des mécanismes intrinsèques de régulation des populations. Allez, je me dépêche un petit peu. On a regardé ça en pédo la semaine dernière. The Last Frontier, si vous voulez faire de grandes découvertes, c'est pas la peine de vous embarquer sur le Starship Enterprise pour aller visiter les confins de l'espace. D'après le magazine scientifique Science, la dernière frontière, c'est la biodiversité des sols. Il y a des choses absolument extraordinaires qui s'y passent, on n'y connaît absolument rien. Plein de questions de recherche intéressantes. Allez, j'avance. Matière organique et propriétés physiques.
la matière organique joue beaucoup sur la fertilité physique de vos sols. Elle va isoler votre sol des variations thermiques. Ça, c'est une photo que j'ai prise au mois d'avril dans le Jura, avec les petites fleurs qui commençaient à sortir. Et je peux vous dire que ces petites fleurs, au moment de germiner, elles étaient contentes d'avoir un bon paillage au-dessus qui les protégeait des gelées du matin, parce que sinon, elles n'auraient pas pu sortir à l'époque à laquelle elles sont sorties. La matière organique aide à l'infiltration des eaux de plusieurs façons, parce qu'elle promeut la structure du sol et puis aussi parce qu'elle diminue la vitesse de ruissellement. Et puis elle a tout un tas d'effets positifs sur le sol à travers sa capacité de diminuer la densité apparente du sol, d'alléger le sol, faciliter son travail, faciliter l'infiltration des eaux, de l'aération et tout ce genre de choses. Alors, cette matière organique, elle est où? Dans les sols. Elle est surtout en surface. Là, vous voyez que c'est un graphique qui montre la distribution de la matière organique dans un sol. Donc, sur cet axe, les ordonnées, vous avez la profondeur dans le profil. Et puis là, vous avez la concentration de la matière organique en %. Donc, vous voyez que dans les 20 premiers centimètres, vous avez la majorité de la matière organique dans le profil. Il y en a encore en profondeur. Il ne faut pas se dire que la matière organique, c'est seulement l'horizon de surface. Que les horizons de profondeur sont complètement inertes vis-à-vis du cycle de la matière organique, mais il y en a quand même beaucoup moins. Le fait que cette matière organique soit surtout présente en surface, ça la rend assez vulnérable aux pratiques de culture. Déjà, si on a de l'érosion, c'est la surface du sol qui va être érodée, bien sûr, on ne va pas commencer à éroder à 70 cm de profondeur. Donc les couches du sol qui sont érodées de surface, c'est elles qui sont riches en matière organique. Cette matière organique va être extrêmement vulnérable à l'érosion. Et puis elle est aussi vulnérable même en l'absence d'érosion, à la minéralisation accélérée, c'est-à-dire elle se décompose extrêmement facilement suite à des perturbations environnementales, des perturbations du système sol. Ça, c'est des données que j'ai recueillies pendant mon postdoc que je faisais au Michigan. L'expérience consistait à convertir des prairies en système de production bioénergétique. On plantait des peupliers pour en faire du bioéthanol. Voilà, c'est une bonne idée a priori. Pour réduire notre dépendance énergétique par rapport aux énergies non renouvelables. Le sol de prairie a été labouré une fois. On l'a labouré une fois, on s'est dit on ne va pas perdre trop de carbone, c'est un seul labour, ça va bien se passer. Et puis, 4 ans après, on est revenu et on a remesuré la teneur en carbone et on a vu que même avec un seul labour ponctuel, on avait diminué notre teneur en matière organique de plus d'un quart. Et ça, c'est avec une seule intervention sur un sol. Donc, cette matière organique de surface, et vous voyez qu'en profondeur, elle n'a pas trop bougé. Ça va, elle est protégée. Mais cette matière organique de surface est très sensible aux perturbations. Alors, les pistes de gestion de la matière organique. Comment vous pouvez protéger cette matière organique qui est si bénéfique pour le sol? Déjà, vous essayez de minimiser les pertes, c'est-à-dire que vous protégez vos sols contre l'érosion. Quand vous voyez un ruissellement comme ça, vous voyez que c'est chargé de particules de sol, c'est chargé de particules de matière organique, c'est des choses qui sont perdues pour la fertilité de vos sols. Donc, limiter l'érosion et puis ça va un peu ensemble, favoriser le développement d'une structure stable de votre sol. Un beau sol comme ça avec une belle structure grumeleuse, c'est un sol qui va être où la minéralisation de la matière organique va se faire de manière continue et pas trop avec une rapidité pas trop importante. Donc elle va petit à petit, elle va libérer ses nutriments, mais vous n'allez pas perdre des masses énormes de matière organique. Pourquoi? Parce que au sein de ces petits agrégats, la matière organique est protégée, on dit occludée, c'est-à-dire que les organismes du sol ont très peu d'accès. Les molécules d'oxygène, l'aération du sol qui est nécessaire pour la dégradation, la minéralisation de la matière organique, la diffusion se fait de manière très lente. Et donc la matière organique qui est au sein de ces petits agrégats va pouvoir perdurer pendant de bonnes années, on dirait. Je suis presque finie. Autre piste de gestion de la matière organique, améliorer les apports. Donc tout ce qui est culture de couverture, c'est une bonne idée. Vous pouvez apporter de la matière organique sur votre parcelle simplement en plantant des choses. Pour un peu que vous n'enleviez pas les résidus, c'est un apport net en matière organique.
J'aime bien cette photo parce qu'ils nous ont mis le détail de ce qu'ils ont planté, comme ça on peut regarder et dire ah bah ça a bien marché, oui je vais faire pareil que chez moi, ou alors ah bah non c'est nul, ça a mal marché, je vais pas mettre ça chez moi. Donc là ils ont mis des céréales, hein, comme le canola c'est le colza, des céréales quoi. Right, je sais pas ce que c'est. Des céréales qui sont avantageuses parce qu'elles ont une grande biomasse racinaire. Donc tout de suite, vous allez avoir beaucoup de matière organique qui arrive dans votre sol simplement grâce à la biomasse racinaire. Ils ont mis des choses qui fixent l'azote. Hein, ça, c'est des petits pois et puis ça, c'est des vesses. Hein, c'est des plantes qui fixent l'azote. Et puis, ils ont mis des tubercules. C'est pareil, ça a une grosse racine et puis ça permet d'aérer le sol. C'est-à-dire que quand votre grosse racine va se décomposer, il va y avoir un apport en matière organique, puis il va y avoir des pores qui vont se former à la place de cette racine. Culture de couverture, bonne idée. Les apports en compost, donc par le compost, je veux dire, c'est de la matière organique qui provient hors parcelle, qui a été transformée, qui est ensuite ajoutée à la parcelle. C'est une très bonne idée. Vérifiez que vos sources de compost ne soient pas contaminées. Alors pour vous, je pense que ce n'est pas un problème, mais on parle beaucoup de revaloriser les boues des stations d'épuration. On se demande si on ne pourrait pas les épandre dans les systèmes de culture. Ça ferait sens, hein, ça ferme le cycle, c'est-à-dire que ces boues des stations d'épuration, c'est nous qui les produisons, et nous on les produit parce qu'on a mangé des produits qui sont issus de l'agriculture, donc ça bouclerait le cycle. Hein. Le problème, c'est qu'elles sont extrêmement riches en métaux lourds et qu'on va très vite arriver à des saturations du sol qui ne sont pas du tout compatibles avec des produits, la production de produits pour l'alimentation humaine. Donc, vérifiez la source de mon compost. Hein. Et puis pour finir, la solution miracle. Ah, j'aurais dû commencer par ça. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais on parle beaucoup maintenant d'ajouter du biochar au sol. Le biochar, c'est simplement du charbon. Qu'on peut ajouter au sol avec l'idée que c'est une forme de matière organique extrêmement stable et qui donc va apporter tous les bénéfices de la matière organique sur le sol, mais qui ne va pas se décomposer, donc qui va rester là sur le long terme. En plus, ça piège du carbone, c'est bon pour l'atmosphère, le climat et tout et tout. Cette idée, d'où elle est venue? Simplement de l'observation. On a observé certains sols en Amazonie, qui normalement sont des sols rouges, qui ont une fertilité assez limitée. Et puis, des chercheurs pédologues ont découvert que certains de ces sols étaient très très noirs, il y avait une fertilité absolument étonnante, beaucoup plus élevée que leurs compatriotes rouges. Alors au début, ils ont pensé que c'était un type de sol différent, simplement une pédogénèse différente, peut-être un matériel parental différent. Et puis en faisant des analyses, ils se sont rendus compte que simplement c'est des sols qui avaient été soumis à un apport de charbon continu il y a très très longtemps. C'est des sols qui ont été faits par les premiers habitants, les Indiens d'Amazonie, il y a plusieurs milliers d'années, et qui ont conservé ce stock de matière organique dû à l'apport de charbon et qui ont une fertilité absolument extraordinaire. Donc voilà, recette miracle, on va mettre du charbon dans tous les sols de partout et ça va résoudre tous nos problèmes, le changement climatique, la productivité des sols. Bon ben voilà, on arrête tous nos études, on rentre chez nous et puis c'est bon, c'est fini. Le problème, n'arrêtez pas vos études, on n'a pas fini. Le problème, c'est que cet aspect bénéfique du biochar, qui est indéniable dans ces terres aprétables amazoniennes, vraiment ce sol est une grande qualité, n'a pas été à ce jour reproduit dans les sols tempérés. Il y a eu beaucoup d'essais avec des succès vraiment mitigés. Alors ce qu'on peut dire, c'est que le biochar, c'est vrai qu'il améliore les propriétés physiques, hein, il allège le sol, ça marche bien. Si vous avez un sol acide et que vous voulez faire pousser autre chose que des myrtilles, c'est aussi pas mal, hein, parce que ça fait augmenter le pH. Il y a beaucoup de bases qui arrivent avec le charbon qui permettent, c'est presque comme un chaulage finalement, hein, ça augmente le pH de vos sols. Par contre, les effets sur votre réserve de nutriments utilisable par les plantes, sur les organismes de votre sol, c'est vraiment controversé. Et quand je dis controversé, c'est pas simplement qu'on se dit ah, ça n'a peut-être pas toujours un effet bénéfique, c'est-à-dire qu'il y a certains cas où ça a un effet vraiment négatif, hein, sur la fertilité du sol. C'est pas la solution miracle. Hein.
Alors, mon hypothèse personnelle, alors on ne sait pas pourquoi, dans certains sols c'est bénéfique et dans d'autres c'est pas bénéfique, hein, c'est un domaine de recherche actif. Mon hypothèse personnelle favorite, comme je travaille sur les interactions organo-minérales, mon hypothèse favorite, c'est que c'est dû aux interactions organo-minérales. Votre matière organique dans vos sols n'existe pas comme des petites îles isolées du reste de la matrice de vos sols. Elle existe en association intime avec la phase minérale des sols. La phase minérale des sols est tout à fait différente entre les sols tropicaux, qui sont extrêmement altérés. Ceux qui ont fait pédo avec moi, vous savez tout sur la minéralogie des sols tropicaux. Et puis nos sols tempérés, qui ont une minéralogie complètement différente. Mon hypothèse, c'est que selon les minéraux avec lesquels ce charbon s'associe, ses propriétés surface, ses propriétés chimiques vont être complètement différentes et donc son effet sur la fertilité des sols va être complètement différent. Voilà, hypothèse à tester. Allez, je finis vite, hein, j'ai un peu traîné. Conclusion. Donc l'approche comptable, raisonnée en termes de bilan, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, par contre, il faut faire attention à ce que le bilan, votre bilan, soit complet, soit intégratif. Hein. Ce n'est pas simplement une histoire de j'ai une récolte, donc je compense par un apport minéral. Il faut tenir compte de toutes les pertes, hein, de tous les apports possibles et raisonner en termes de bilan intégratif. Premier impératif, quand vous voulez préserver la fertilité de vos sols, gardez votre sol en place. Si vous ne gardez pas votre sol en place, hein, s'il s'érode continuellement, ça ne sert à rien de le fertiliser ou de faire je ne sais quoi. Déjà, il faut que vous le gardiez en place. Quand vous voulez corriger un problème de fertilité du sol, pensez autant aux apports potentiels organiques qu'aux apports minéraux. Et je pense qu'en tant que membre d'une association de permaculture, vous penserez peut-être d'abord aux apports organiques avant de penser aux apports minéraux, chimiques. Et puis finalement, j'espère que je vous ai convaincu que les sols sont une grande diversité, qu'il n'y a pas de solution miracle. Et là, j'ai mis une petite citation qui me plaît bien, pourtant elle vient d'un agronome, comme quoi. Il y a des évidences nées du bon sens qui ne résistent pas à l'analyse des faits. N'hésitez pas à penser par vous-même, n'hésitez pas à vous renseigner, à vous documenter sur vos sols, les conditions particulières dans lesquelles vous évoluez, parce que parfois il y a des grandes vérités qui en fait ne tiennent pas la route. Voilà, j'ai fini, presque à l'heure. Content de prendre des questions. Moi j'ai une question, je sais qu'il y a une approche maintenant assez à la mode dans la permaculture, c'est de faire des cultures sur but, en enterrant du bois mort un peu. J'ai vu sur internet que c'est assez controversé, certains disent que c'est des avantages, d'autres disent que ça n'a pas de sens et que c'est des inconvénients. Votre avis c'est quoi là-dessus? Je connais pas. Je connais pas, je pense que encore une fois ça dépend. Ça dépend du sol, ça dépend de ce que vous voulez faire pousser, ça dépend du climat. Donc, ce que je pense, c'est qu'un morceau de, ce qui est quasiment sûr, un morceau de bois mort enterré va être colonisé par les champignons, ça profite. Hein. C'est quasiment la lignine du bois mort extrêmement difficile à dégrader. Un des seuls organismes capables de le faire, ça va être ces champignons saprophytiques qui vont petit à petit minéraliser ce bois mort et puis rendre un petit peu de nutriments au sol. Donc après, à savoir si cette présence de champignons saprophytiques est bénéfique ou pas, ça je ne sais pas. Est-ce que c'est une compétition pour les mycorhizes et que du coup leur présence est aux dépens d'autres espèces de champignons qui pourraient être bénéfiques, auquel cas dans certains cas c'est peut-être pas adapté. Dans d'autres cas, peut-être que justement ça fait compétition à des pathogènes. Enfin je pense qu'il faut essayer en fait. Je pense qu'il y a certains cas où ça peut être bien. Ouais. Intéressant. Une question? Non, c'est fin. Si. Ouais. Oui. Comment ça se fait que les boues des stations d'épuration soient riches en métaux lourds? Oui, c'est une bonne question. Je crois que la source principale, c'est les produits cosmétiques. Je ne sais pas si vous avez déjà fait un shampoing antipelliculaire, c'est plein de zinc. Il y a tout un
tas de choses. Si vous prenez des compléments minéraux, parce que vous avez peur d'être carencé en fer, ainsi de suite, si vous prenez des excès de compléments, vous accumulez pas les minéraux dans votre corps indéfiniment. Hein. Votre corps va excréter ce qui est en excès. Et tout ça, ça se retrouve à la fois dans les toilettes et puis dans les stations d'épuration. Et c'est quelque chose qui n'est pas biodégradable. Hein. C'est des choses qui sont des éléments purement chimiques qui s'accumulent. Donc, je pense que c'est nos propres pratiques hygiéniques, alimentaires qui contribuent, d'après ce que je sais. L'autre problème, c'est dans les endroits comme Lausanne où il y a les égouts combinés, c'est-à-dire que les eaux de ruissellement urbains finissent dans la même station d'épuration, dans les mêmes cuves que les effluents ménagers. Et là, en plus, on a tous les problèmes de contaminants qui sont dans les hydrocarbones. Vous avez des taches d'huile sur la route, à chaque fois qu'il pleut, c'est délavé par la pluie, ça finit à la station d'épuration. Les contaminants s'accumulent dans les boues. Finalement, est-ce que ces métaux lourds ne pourraient pas être rendus inertes par exemple, la capacité d'échange calcinique ou genre si c'était absorbé dans le complexe argilo-humique? Si, ça c'est pas impossible. Et c'est vrai que simplement d'avoir une concentration au-dessus du niveau naturel dans un sol en métaux lourds, c'est pas forcément un problème. Mais par contre, ça veut dire qu'il faut faire extrêmement attention. Ça dépend de l'élément lui-même. Il y a certains qui sont rendus plus biodisponibles en présence de matière organique, d'autres qui le sont moins. Ça dépend de l'acidité. Il y en a qui sont insolubles en milieu acide, d'autres qui sont solubles en milieu acide. Ça va dépendre du potentiel redox, de l'état d'oxydation, donc du drainage, de l'eau de pluie. Voilà, c'est des questions qui sont assez étudiées en remédiation, en réclamation des sols miniers, en particulier des sols avec des grosses concentrations d'éléments lourds. On se demande ce qu'on peut en faire. Ça peut se gérer, mais c'est des choses qui sont difficiles et auxquelles il faut faire très attention. Il ne faut pas juste dire « Ah, mais si, ça va aller ». Ça peut peut-être aller, mais il faut bien regarder. Vous n'avez pas une bonne adresse pour faire des analyses de sol, de métaux lourds, justement? Par exemple, si on a un potager sur une ancienne décharge, ou ce genre de choses. Je sais que dans mon labo on fait ça, après on ne fait pas ça pour... il faudrait que ça fasse partie d'un projet de recherche, on n'est pas un labo commercial. Un labo commercial, non, je ne sais pas. Mais il y en a, c'est sûr. Il faudra chercher. Je pense. Il y a une autre question. Il y avait Arnaud. Ouais. C'est juste une réponse en fait. Pas vraiment une réponse, mais il y a Joris, je ne sais plus comment, qui a fait son travail de master sur les sols de l'université. Et je crois qu'il est arrivé au bout bientôt de son travail. Donc peut-être qu'il c'est accessible, peut-être qu'il peut en parler si jamais. Donc oui, si c'est dans le cadre d'un projet de recherche, on peut faire ça dans nos labos en bas sans problème. On a la capacité, c'est juste qu'on ne propose pas d'analyse commerciale. Voilà, au grand public. Mais si ça s'intègre dans un projet de recherche, sans problème. Pardon ? Juste le labourage, ça décharge à quelle profondeur en fait, en général? En général, je crois que c'est à peu près 30 cm. Mais ils vont de plus en plus profond. Parce que ce qui se passe, c'est que si on laboure toujours à la même profondeur, on finit par former une induration sous la profondeur de labour. C'est-à-dire que vous labourez sur 30 cm, le sol est tout remué, tout ça, l'infiltration des eaux se fait extrêmement rapidement et tout d'un coup elle arrive sous ce sol non labouré, elle a tendance à s'arrêter, ça fait une micronage perchée pendant la pluie. Vous avez la migration des argiles qui va commencer à boucher votre porosité, puis vous allez faire une induration en fait à la limite du labour. Et donc ils ont tendance à toujours revenir et toujours aller plus profond. Et je crois que maintenant, souvent je les vois passer avec les gros triangles, là, ça descend au moins à 50 cm. Je vois des pubs des fois pour des engins agricoles, descend à 70 cm. Enfin bon, c'est la course en avant. Quoi. Ouais. Les vers de terre, ils peuvent descendre jusqu'à combien? Ça descend bas. Ça dépend des sols. Les vers de terre, il n'y en a pas dans tous les sols, c'est pas forcément un problème. Dans les sols avec une structure appropriée, je crois qu'on a des vers de terre qui s'appellent endorés, ceux qui voyagent beaucoup. Non, comment?
C'est des années cycles. Les années cycles. Il descend jusqu'à combien? Il y a juste 60 cm. 60, ouais. Voilà, donc ouais, il voyage. D'autres questions? J'ai une question sur quel est l'effet de la monoculture sur le sol. À mon avis, c'est pas top. Encore une fois, c'est... Voilà, il faut... c'est pas forcément inadapté dans tous les cas. Disons que la monoculture au sens strict, c'est-à-dire toujours la même culture, toujours au même endroit, sans jamais varier, ça c'est sûr que c'est pas une bonne idée. Maintenant, c'est quelque chose qui se fait plus. Hein. On s'est rendu compte que ça marche pas. Au minimum, on a une polyculture annuelle, temporelle, c'est-à-dire qu'on ne replante pas toujours la même chose année après année sur le même sol. Donc il y a un petit peu de diversité qui est introduite simplement par la rotation des cultures. Après, je pense que, encore une fois, ça va dépendre des cas, mais chaque fois que vous pouvez diversifier vos cultures, c'est bénéfique à la fois pour le sol, c'est bénéfique au niveau de la gestion du risque. S'il y a un truc qui ne marche pas, il y en a toujours un autre qui marche. C'est bénéfique au niveau de la biodiversité, oui, c'est bénéfique dans tous les sens, quoi. Au niveau des pathogènes, c'est extraordinaire. Mon papa avait l'habitude de planter ses poireaux en rang. La mineuse du poireau trouve un poireau, et là, elle fait tout le rang. Vous voyez, un poireau, et poireaux, un après l'autre, pouf, 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 pouf. Vous mettez des poireaux, le même nombre de poireaux, hein, sur la même surface de jardin, au lieu de les mettre en rang. Vous en mettez 2 là, 3 là, 4 là. La mineuse, elle est perdue. Elle en trouve un, puis après elle se dit, ben, je l'ouvre, puis c'est tout. Donc je pense que ouais, quand on peut intercaler, inclure plus de diversité dans un système, c'est toujours bénéfique à quelque échelle que ce soit de la grande culture, que ce soit parcelle. Oui. J'espère que ma question n'est pas hors sujet, mais je voulais quand même savoir ce que vous pensiez de l'agroforesterie. Ça, c'est une bonne question. Il se trouve qu'on a quelqu'un qui a travaillé en agroforesterie. Mike, oui. Est-ce que tu peux faire un commentaire sur l'agroforesterie? T'as bien fait de venir. She was wondering what you think, what we think about agroforestry. Is it a good practice? Ah oui, ouais, ça c'est clair. Pour moi, je pense que ça c'est le futur. Là, vous avez le deux types de séquestration. Si il y a practice comme sustainable, comme le développement durable, c'est l'agroforesterie, je pense que c'est vraiment important. Il y a un bon papier par Ratan Lau et Sadi. Ça c'est vraiment bon, il a expliqué tout le bénéfice de ce système dans beaucoup d'environnements. Mais sur les tropiques, et spécialement, je pense que l'agroforesterie c'est vraiment important. Pas de dans le climat. Je pense plus à les tropiques, pour là, il y a beaucoup d'espèces qui donnent plus de nourriture. Je pense que là, il y a plus d'applications qu'ici, mais aussi il y a ici avec les fruits, par exemple, plusieurs choses aussi. Vous pourrez m'écrire le nom? Oui, je vais le faire maintenant. Formidable, merci. Oui, je pense que bon, je vais pas travailler dessus, donc je suis contente que Mike puisse faire son avis. Mais maintenant, dans le climat, je pense qu'il y a un potentiel qui est inexploré, c'est-à-dire que ça a été paradoxalement, parce que d'habitude la recherche se concentre sur les climats tempérés, paradoxalement, c'est quelque chose qui a été plus exploré dans les tropiques que chez nous. Et chez nous, ça pourrait avoir des bénéfices qui sont absolument importants, mais qui sont pas encore documentés. Donc oui, tentez le coup, je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Moi j'avais surtout par rapport au début de l'exposé, il y avait ces machines là qui arrivent à millimétrer très précisément calculer quel engrais. Je trouve qu'il y a un grand problème quand même avec ce genre d'approche parce qu'elle crée une différence d'accès à la technologie. Par exemple, quand on est là-dessus. Ah oui, c'est sûr, ça c'est pas quelque chose qu'on va trouver en Ouganda, oui. Ça, mais de toute façon, le problème de... C'est pas tellement... Enfin,
il y a un problème d'accès à la technologie. C'est un problème, mais même sans parler de la technologie, c'est un problème d'accès aux engrais minéraux. Ça a été une grande découverte pour moi quand j'ai travaillé en Afrique l'année dernière, c'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne, il n'y a absolument aucun accès aux engrais minéraux, encore moins à la technologie pour les épandre correctement, mais de toute façon, il n'y a pas d'accès aux engrais azotés, aux engrais phosphatés. Il faut se débrouiller avec ce qu'il y a sur place, avec la matière organique qui est disponible sur place. Corriger une carence en azote chez nous, c'est vraiment facile. On passe au magasin, on achète de l'engrais azoté, voilà. Là-bas, c'est pas une possibilité. Donc c'est non seulement ils n'ont pas les moyens technologiques de faire de l'agriculture de précision, mais ils n'ont même pas accès aux ressources qui permettraient qui ferait qu'ils auraient besoin de ces technologies. Donc c'est un gros problème d'inégalité, ça c'est sûr. C'est pour ça que la révolution verte, on attend toujours en Afrique. Les rendements, je crois qu'après la révolution verte, les rendements ont plus que quadruplé dans les climats tempérés. Les rendements en Afrique, si vous regardez les rendements à l'échelle du continent depuis quelques dizaines d'années, ils sont en chute constante. On n'arrive pas à améliorer les rendements. C'est vraiment l'agriculture dans les pays du Sud, c'est une question complètement différente. C'est-à-dire que je pense qu'ils vont sauter l'étape du tout chimique, tout minéral, et ils vont nous rejoindre de l'autre côté, c'est-à-dire avec des pratiques raisonnées de gestion de la matière organique, faire attention à l'érosion des sols et des choses comme ça. Ils vont sauter l'étape des engrais minéraux pour le meilleur ou pour le pire. Ouais. Quels sont les éléments de la controverse négative par rapport au biocharbon? Alors, c'est simplement que ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est un intrant qui est censé améliorer la fertilité du sol, et on a vu des baisses de rendement après l'ajout de biochar. Donc c'est... Parce que utiliser tel quel, c'est un produit adsorbant, c'est vrai qu'il va pomper tous les trucs chimiques qu'il trouve. C'est ça. Donc s'il est composté avant, normalement, on devrait assister à des hausses de rendement, à l'inverse. Alors, c'est quelque chose qui se composte extrêmement mal, c'est-à-dire que c'est sa qualité. C'est pour ça qu'il a pu perdurer dans ces terra preta pendant des milliers d'années. Chargé en éléments nutriments. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est très peu métabolisé par les organismes du sol. Donc il arrive dans le sol, on voit des choses différentes. On voit des cas où il absorbe des nutriments de manière tellement forte qu'ils deviennent indisponibles pour les plantes. Donc il crée une carence en fait. On voit des cas où simplement il est toxique pour une raison ou pour une autre aux organismes du sol, c'est-à-dire qu'il empêche le recyclage biogéochimique des éléments dans le sol. Donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas dans tous les sols. Il y a eu des essais sous sol tempéré qui ont montré des résultats prometteurs. Et puis l'essai a été répété dans un sol différent, et là on a vu une dégringolade des rendements. Donc la cause vraiment des différences de comportement, et c'est encore un sujet de recherche. Moi j'ai mes hypothèses que c'est dû à l'interaction avec la phase minérale. Un autre facteur de variation, c'est la qualité elle-même du biochar, c'est-à-dire qu'en fonction de la température de production, en fonction du substrat qui est carbonisé, les propriétés vont être différentes, et je pense que différents biochars une certaine qualité de charbon une fois présent dans le milieu du sol, va pouvoir améliorer la biodisponibilité. Une autre sorte de charbon va sorber les nutriments de manière trop forte et les rendre indisponibles. Donc c'est pas que c'est une piste complètement abandonnée, c'est-à-dire que c'est loin pour l'instant d'être une solution miracle. C'est quelque chose que vous pouvez essayer. Encore une fois, faites attention à votre source de charbon. Si c'est l'incinération des déchets aménagés, c'est pareil. Ça va pas être top au niveau des métaux lourds. Donc comme toujours. Ok.
crois qu'on a